Avez-vous déjà eu cette sensation étrange après avoir utilisé ChatGPT? Celle d'avoir été très efficace, mais comme une sensation de vide. Le travail est fait, le texte est là, mais vous ne vous souvenez pas vraiment comment vous en êtes arrivé là, comme si quelque chose avait glissé entre vos doigts. Depuis quelque temps, dans mes échanges très riches avec des professionnels, des créateurs, des étudiants, il y a une question qui revient souvent sur la créativité. On me dit, grâce à ChatGPT, j'ai enfin du temps pour être créatif. Et à chaque fois, je ressens le besoin de m'arrêter là-dessus. Pas pour contredire, mais pour questionner. Parce que de quoi parle-t-on vraiment quand on parle de créativité? Et surtout, que se passe-t-il dans notre cerveau quand on délègue une partie de notre réflexion à une intelligence artificielle? Des chercheurs du MIT ont mené une expérience sur 4 mois dans un contexte éducatif pour comprendre le coût cognitif de l'IA générative comme ChatGPT et autres outils similaires lors de la rédaction d'un essai. Ils ont réparti les participants en 3 groupes. Un premier groupe qui écrivait sans aucune aide, donc uniquement avec leur cerveau, j'en reviens pas que je dis ça. Un deuxième groupe qui utilisait avec un moteur de recherche et un troisième groupe qui utilisait une IA générative, en l'occurrence ChatGPT. Et les résultats, eh bien, ils sont assez troublants. Le premier constat, c'est que plus le soutien externe est important et moins le cerveau est actif. Chez les participants utilisant ChatGPT, les chercheurs ont observé une réduction de 55% de l'activité cérébrale comparée à ceux qui écrivaient sans aide. Ce n'est pas anodin, cela signifie que l'IA guide le raisonnement, structure la pensée, suggère les enchaînements, mais elle réduit la réflexion profonde, l'effort cognitif et donc l'apprentissage par la même occasion. Le texte est produit, mais le chemin pour y arriver n'a pas vraiment été parcouru par la personne. Et j'aimerais faire une pause ici pour parler de cette fameuse créativité. C'est une chose qui revient souvent dans mes échanges. Ce mot créativité, on l'utilise beaucoup, parfois un peu trop vite. Et dans mes conversations, je me suis rendu compte que sa définition n'est pas si claire. La créativité est un sujet étudié depuis des décennies et si l'on croise plusieurs recherches, 2 critères fondamentaux reviennent presque toujours. Le premier, c'est l'originalité. La créativité, ça suppose une nouveauté, une rareté. Le deuxième, c'est l'utilité. Cette création doit servir à quelque chose, parce que sinon, eh bien, à quoi ça sert d'être créatif? Mais ce n'est pas tout. D'autres travaux montrent que la créativité n'est pas seulement un résultat. C'est aussi un qui, un pourquoi et un comment. Qui est la personne derrière l'idée? Quelle histoire, quelles émotions, quelles contraintes ont influencé cette création? Et par quel chemin cette idée a-t-elle émergé? La créativité est profondément humaine parce qu'elle est liée à une expérience vécue. Alors forcément, il y a une question qui se pose. Quand un outil comme ChatGPT recycle des milliards de contenus existants, peut-il être réellement créatif? Une étude récente menée auprès de 291 personnes s'est penchée sur cette question. Elle comparait la créativité humaine, donc toute seule, et la créativité humaine accompagnée d'une IA générative. Les chercheurs se sont aperçus que les personnes déjà créatives ne deviennent pas plus créatives avec ChatGPT. En revanche, l'outil augmente la créativité perçue chez les personnes moins créatives. Autrement dit, l'IA aide à générer des idées que la personne n'aurait pas eues seule, ce qui crée une impression de créativité très forte. Mais si tout le monde se nourrit d'une IA qui elle-même se nourrit des mêmes bases de données et que cela vient influencer nos idées, qu'advient-il de la véritable créativité? Quelles idées n'émergent plus aussi faute de temps de réflexion et faute d'espace si on est tout le temps en train de combler ça avec l'IA? Alors je n'ai pas de réponse à cela, c'est une question qui est encore ouverte. Et on va sortir de cette parenthèse pour revenir à l'étude de la MIT avec son deuxième grand enseignement. Les utilisateurs de ChatGPT sont environ 60% plus productifs et vous avez peut-être eu cette sensation d'aller plus vite avec l'outil en question. La charge cognitive diminue de 32%, notamment grâce au filtrage de l'information. Alors sur le papier, c'est une excellente nouvelle, mais il y a un revers de médaille, c'est que le manque d'engagement cognitif nuit à la construction des schémas mentaux. Et ces schémas mentaux, ils sont essentiels pour raisonner, comprendre, automatiser des compétences, développer un esprit critique. Donc, le résultat, c'est que le raisonnement, il devient moins profond, moins solide. On relit, on survole, on valide, mais on pense moins activement. Et je me souviendrai toute ma vie de ce qu'une personne m'a dit durant une formation que je donnais. Son équipe, d'ailleurs, est restée assez muette. Moi, j'étais juste contente de lui permettre de prendre conscience de la problématique. Il m'a dit ce jour-là, je vais recommencer à réfléchir par moi-même. On était en train de discuter des IA dans un contexte professionnel et personnel et il m'a dit qu'il utilisait l'outil pour tout, tant les questions pro que perso. Et soudain, j'ai vu dans ses yeux, il a pris conscience que l'IA était devenue en fait sa béquille pour tout. Et j'ai une question d'ailleurs pour vous. Vous souvenez-vous des textes que vous rédigez avec l'IA? 83% des personnes ayant utilisé ChatGPT étaient incapables de citer leur propre texte après l'avoir écrit.
À l'inverse, les participants des autres groupes se souvenaient à 100% de leur production. C'est très préoccupant dans un contexte éducatif parce que la mémoire ne se construit pas seulement en lisant, elle se construit en faisant l'effort de penser, mais aussi dans un contexte professionnel, car imaginez envoyer un message à un collègue dont vous ne vous rappelez pas vraiment la teneur. Enfin, l'autre enjeu relevé par la MIT, ce sont les risques de délestage cognitif. Les chercheurs ont demandé aux participants habitués à l'IA de revenir lors d'une session à une méthode sans aucun outil. Et là encore, un phénomène est apparu, ils mobilisaient moins leur capacité mentale, comme si le cerveau s'était habitué à déléguer à l'IA. Le risque n'est pas une perte brutale, mais une atrophie progressive de certaines compétences. Donc le raisonnement, la résolution de problèmes, la pensée critique. Alors non, la question n'est pas faut-il utiliser l'IA ou non. La vraie question est plutôt pour quelle tâche, à quel moment et avec quel objectif. Apprendre, ce n'est pas forcément produire. Produire, ce n'est pas toujours réfléchir. Réfléchir demande du temps, du silence et parfois de l'inconfort. Notre cerveau doit basculer, un mode qui prend de l'énergie, il est câblé naturellement pour l'économiser. Quelle situation aujourd'hui avec l'artificiel. L'IA peut être un formidable soutien, mais elle ne doit pas devenir un remplacement systématique de nos réflexions. Et vous, comment l'utilisez-vous, cette IA générative? Avez-vous créé des réflexes autour de ces nouveaux outils? Si le sujet de l'IA vous interpelle, j'ai un webinaire de 60 minutes accessible dans notre communauté, le Cercle Vivala. Il couvre tous les angles morts de ces nouveaux outils pour vous aider à approfondir le sujet, mais également à comprendre en fait comment l'utiliser correctement. J'ai également des formations pour accompagner les organisations vers une utilisation réfléchie de l'IA au travail, même si vos équipes ne l'utilisent pas officiellement, il y a des risques pour qu'ils l'utilisent quand même. J'espère que cet épisode vous a éclairé. N'oubliez pas de laisser un commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'avoir vos retours en fait. Partagez aussi cet épisode autour de vous, c'est une façon de parler de l'enjeu et de nous aider à faire connaître le podcast.